Bienvenue aux intervenants, bienvenue au public. On va démarrer cette table ronde sur la prise en charge des personnes âgées. Qu'attendre de l'innovation? C'est une question qu'on se pose beaucoup sur ces sujets-là. Est-ce que l'innovation est au service des seniors? Jusqu'où elle est en termes de potentiel? Jusqu'où elle est au quotidien, concrètement? Quelles sont aussi ses limites? Les questions qu'elle pose, éthiques, existentielles. On va aborder, je pense, l'ensemble de ces sujets sur cette heure qu'on va passer ensemble. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Dacougne, ingénieur de recherche hospitalier au Broca Living Lab à PHP. Voilà. Serge Barral, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, avec sa jeunesse et sa vitalité, et qui va irradier cet amphithéâtre, qui participe, qui est passionnant, qui est, pas patient, il est membre d'un groupe de travail, de réflexion sur les seniors au Broca Living Lab. Il va nous expliquer ce qu'il fait. Guy Birenbaum, qui est directeur d'Apaleco, bienvenue. Le docteur Christophe Trival, chef de service en gériatrie à l'hôpital Paul Brousse à PHP, bienvenue à vous. Paul Lou Veil-Dubuc, responsable de la recherche à l'espace éthique Île-de-France. Voilà. Et donc moi-même, David de Amorim, donc je co-préside le Club Santé Connecté avec Nicolas Castaldi, qui nous reçoit sur ces 2 jours, et par ailleurs, je suis aussi directeur du développement des nouveaux marchés chez CGDIM Santé, un acteur dans la tech, dans cet univers-là. Voilà. Alors, quelles sont les différentes formes d'innovation? Alors, moi, j'ai envie de solliciter tout de suite Serge. Voilà. Vous faites partie du café multimédia de Broca. Alors, ça en jette quand même, quand on dit ça. De quoi s'agit-il? Alors, du coup, il vous faut le micro. Rapprochez-le, voilà. Je suis donc Serge Barral. J'ai 82 ans. Je participe donc au café multimédia. Le café multimédia, c'est quoi? C'est un atelier dans lequel se trouvent des personnes âgées qui n'ont pas d'appétence particulière pour les sujets qui sont traités, des chercheurs qui développent des projets d'innovation dans le domaine de la santé, ou des membres du Living Lab au centre d'intérêt et expertise variés. Primitivement, dans le café multimédia, il s'agissait d'examiner comment les personnes âgées recevaient les nouvelles technologies dont on pensait d'ailleurs qu'elles en étaient très éloignées et dont on voulait voir les réactions pour corriger, améliorer, le cas échéant, l'objet de la présentation. Soit de mettre les concepteurs sur la piste de technologies d'assistance de demain. Mais au niveau du groupe de personnes âgées, les choses ont évolué et nous sommes passés d'un statut de futur usager potentiel à celui de, c'est peut-être un mot trop, celui de concepteur ou de co-décideur. Et pour ce qui me concerne aussi, assez rapidement, je suis passé de celui de co-concepteur à celui de citoyen. Cette évolution aussi, je l'ai perçue dans les dernières séances avec les autres membres du café multimédia. Serge, vous m'aviez dit que les personnes âgées, elles ne sont pas ignares, elles ne sont pas has-been sur la tech. En fait, elles sont assez branchées. Vous vous considérez comme quelqu'un de branché en tech? Je pense qu'en tout cas, la variété des sujets qui ont été abordés et que je peux énumérer rapidement vous montreront à l'évidence qu'il fallait quand même que nous ayons une certaine agilité d'esprit pour nous adapter et réagir dans la mesure du possible au sujet qui nous était proposé. Est-ce que nous y sommes arrivés? Ça, c'est pas à moi de le dire, ce sera aux membres du Living Lab. Qu'est-ce que nous avons fait finalement? Il nous a été demandé quelquefois de donner notre avis sur des vidéos ou sur des flyers qui étaient destinés soit aux personnes âgées pour les aider dans leur choix,
ou aux soignants ou aux professionnels. Donc choisir entre plusieurs objets techniques à leur disposition. Et informer aussi sur les outils domotiques pour sécuriser les activités de la personne âgée. Mais il y a quand même un sujet que nous avons examiné avec beaucoup d'intérêt et de passion, c'était ceux des robots. C'est ainsi, alors rapidement, je vais énumérer très vite, alors. Des séances sur imaginer les robots de demain, sur les avatars virtuels dans le cadre de la formation de futurs soignants, sur Cinémoire, une utilisation du cinéma pour réveiller, pour faire émerger des émotions positives chez les gens. Et c'est l'expérience, moi, qui m'a le plus ému. Nous avons examiné, ce sont des noms que vous devez connaître, hein, Roméo, Pépère, Nao, bon, incontestablement la vedette, Nao. Ouais, bon. Si je vous faisais l'injure de vouloir vous expliquer de Nao, je pense que vous le supporteriez mal. Paro, que vous avez vu donc à l'entrée, un animaloïde réactif. Nous avons vu aussi, dans le cadre de Domirob, analyse des besoins à domicile d'une personne âgée et expérience de laisser chez elle pendant 6 mois donc un robot, le robot rose, le robot Miroca, qui m'apparaît aussi intéressant parce que dans sa présentation même, on a évité de trop rechercher de faire un robot humanoïde, ce que je regrette justement, cette volonté à toute force de vouloir imiter l'homme. Et puis également, nous avons réfléchi sur un coach virtuel qui permettrait de discuter avec les personnes âgées, de leur proposer des activités pour maintenir leur autonomie, leur santé, veiller sur elles, en alertant des tiers sur toute situation péjorative. Voilà donc... vous êtes très impliqué, hein. Voilà. Vous êtes vraiment très impliqué là, quand on regarde la variété de tous les sujets que vous avez balayés. Je serais intéressé un petit peu plus tard justement d'avoir un peu votre retour, votre sentiment sur l'appropriation et l'utilité de toutes ces solutions que vous venez d'énumérer. Alors du coup, Sébastien, vous avez monté un Living Lab. Alors monter un Living Lab, c'est le truc hyper à la mode, donc je pense que vous êtes très très branché. Sauf que vous l'avez fait il y a longtemps, Sébastien, donc dans le cadre du Living Lab. Vous avez du recul sur le sujet. Comment fonctionnez-vous au Broca Living Lab ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous, et puis merci de nous avoir invités aujourd'hui. Avant toute chose, je voulais vraiment remercier Serge Barral qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs années. Et on voit bien que sa participation est très riche et qu'il nous suit à vraiment toutes les phases de nos projets. Et ça va me permettre d'introduire la notion de Living Lab. Alors, je ne sais pas si c'est à la mode en ce moment, mais en tout cas, c'est intéressant à plusieurs égards. Donc, notre Living Lab, nous, il est situé au cœur de l'hôpital Broca, donc un hôpital purement gériatrique. Et on travaille principalement sur les nouvelles technologies avec un très gros axe sur la robotique sociale pour les personnes âgées, mais également pour les aidants des patients, mais aussi pour les professionnels, puisque impliquer ces différents publics permet d'influer in fine sur la prise en charge des patients. Donc un Living Lab, en quelques mots, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est un espace, c'est un lieu, c'est un espace modulable qui permet d'être au plus proche du réel et des utilisateurs finaux. En l'occurrence, pour nous, ça sera les patients, ça sera les aidants, ce sera les professionnels. C'est un lieu qui permet aussi de faire une sorte de pont entre la ville et l'hôpital et de faire communiquer des gens qui autrement ne se parleraient peut-être pas. Et en quelque sorte, ça permet aussi une démocratisation de la recherche et de l'innovation, parce que vous le verrez, on traite l'innovation comme de la recherche de manière générale et aussi comment évaluer
cette innovation. Enfin, c'est plutôt ces innovations, même si je puis dire. Et justement, comme c'est un lieu qui est ouvert sur l'extérieur, ça permet justement de stimuler les coopérations, comme je le disais, avec des gens qui autrement ne se seraient peut-être pas rencontrés. Et c'est un lieu très important où on va expérimenter en toute sécurité très tôt dans le processus de conception d'une innovation. Et à partir de ces premières étapes, on va itérer jusqu'à aboutir à une solution qui soit satisfaisante, à la fois d'un point de vue technique, technologique, et surtout qui réponde aux besoins ou aux envies des utilisateurs finaux. Vous allez jusqu'à les tester dans les services, oui, ensuite à l'hôpital tout à fait, on le teste. On part toujours des besoins du terrain, donc que ce soit des besoins, que ce soit des envies, parce que ça peut être légèrement différent, ou alors que ce soit une problématique qui est rencontrée, et on va chercher à y apporter une solution. Parce que c'est un hôpital qui est vraiment spécialisé en gériatrie. C'est vraiment un hôpital spécialisé en gériatrie, et avoir un laboratoire en plein milieu de l'hôpital, ça permet d'être au plus proche, comme je le disais, du réel et des utilisateurs. On expérimente en Living Lab, et on passe, si tous les critères sont réunis, en milieu réel, directement dans les services. Ce qui est vraiment intéressant dans votre approche, c'est que maintenant vous avez au moins 10 ans, voire plus d'observations. On a bientôt une quinzaine d'années. 15 ans, voilà, ce qui est énorme. Je pense que vous êtes probablement un des premiers Living Lab en France dans le domaine de la santé. Donc vous avez presque un rôle d'historien maintenant. Donc je m'adresse à vous aussi en tant qu'historien du sujet. Comment observez-vous ces évolutions de l'apport des nouvelles technologies, des innovations ? Est-ce que ça a été concluant sur ces 15 ans ? On en est à quelle étape maintenant ? Est-ce qu'on franchit une nouvelle étape dans ces usages ? On a parlé de robots, entre autres, mais pas que. Quels sont les éléments de recul que vous pouvez partager avec nous ? Alors, c'est une question qui est un petit peu délicate, parce que nous, on va intervenir très tôt dans le processus de développement, ou en tout cas, c'est le message qu'on veut véhiculer, parce que plus on va venir tester une solution tôt dans le processus de conception, plus on a de chances que la solution aboutisse et fonctionne. Bon, il arrive quelquefois qu'on nous amène une technologie déjà existante et qui peut marcher ou ne pas marcher, bien entendu. Mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'on part vraiment des besoins du terrain et on itère. Et ce qu'on voit ces dernières années, justement, c'est qu'il y a eu une réelle amélioration de la technique et aussi une réelle prise en compte des besoins du terrain, c'est-à-dire qu'on ne part plus d'en haut pour aller en bas, mais on part d'en bas pour aller en haut. Et ça, c'est vraiment pour moi la clé du succès de ce genre d'approche. Mais là, l'évolution technique et technologique aidant, on parvient à des solutions qui sont de plus en plus efficaces, d'autant qu'elles répondent aux demandes qui ont été formulées. Est-ce qu'on a des robots maintenant qui commencent à amener des résultats intéressants ? Alors, il y en a. Je ne sais pas si je peux... Au contraire, non, il faut partager l'expérience. N'hésitez pas. Alors, c'est toujours un petit peu délicat de citer des robots parce qu'il y en a beaucoup. Mais dans le secteur hospitalier, il y a plein de types de robots qui sont utilisés. Mais si on devait citer les grandes catégories, il y a les robots de logistique qui déplacent des objets d'un point A à un point B. Là, on voit émerger la logistique sociale, c'est-à-dire non plus que du simple transport ou de la manipulation d'objets, mais une réelle communication avec tous les acteurs qui sont autour de ce robot, aussi bien des soignants que du personnel non médical que des patients. Et on commence à voir des robots qui sont capables à la fois d'exécuter leurs tâches de transport, de manipulation, de recherche, mais également d'interaction avec leur environnement. Ce qui était très rare jusqu'à il y a très récemment. Ça date de ces 2 dernières années. On va avoir tous les robots sociaux qui, eux, sont plutôt directement au service des patients pour interagir. C'est le principe même du robot social et d'apporter une contribution aux patients. Par exemple, M. Barral a parlé du robot tout à l'heure, qui est le seul robot jusqu'à présent qui a été spécifiquement créé pour la personne âgée avec des troubles cognitifs et des troubles du comportement. Donc ça, c'est une solution qu'on a. C'est Parrot, c'est ça ?
Paro, P-A-R-O. Et celui-là, c'est sans doute le robot qui est le plus utilisé, d'ailleurs, et le plus documenté dans la littérature. Mais je tiens quand même à souligner que les interventions à médiation robotique, c'est toujours du cas par cas. Ça ne remplace pas un soignant, et c'est à l'appréciation du soignant. C'est-à-dire que c'est lui qui connaît ses patients, et c'est lui qui va dire « ça peut marcher pour monsieur ou pour madame un tel ». Ça doit toujours être un outil. Et il y a une évolution aussi dans les robots. Ils deviennent de plus en plus humanoïdes, ou en tout cas vecteurs moins visuellement d'émotions. Ça, c'est aussi une évolution forte, là. Alors ça, c'est une évolution forte. Je reprends encore les termes de M. Barral. Il a parlé des robots sociaux humanoïdes, Nao, Pepper, Roméo. Et ça, c'est des robots, si vous les connaissez, qui sont tout en plastique, avec un visage assez figé, et qui donnent l'impression d'avoir une expression. Et là, ce qu'on commence à voir apparaître, c'est vraiment des robots expressifs. Et c'est d'ailleurs ce qui manquait ces 5 dernières années. Donc des robots capables de véhiculer des signaux sociaux pour qu'on puisse, en quelque sorte, et je mets des guillemets, inférer ces états mentaux, comme on le ferait avec un être humain face à nous. Et là, pour le coup, on peut souligner aussi l'apport de Français sur ce sujet-là, en robotique, parce que Nao, c'était... C'est français. Voilà. Et puis, c'est Incenti de Tools, c'est ça, celui qui fait les robots, on va dire, avec ce faciès émotionnel. On reste toujours dans cette sphère française. On reste typiquement dans cette sphère française, parce que les concepteurs des robots Miroca dont Serge Barral a parlé sont aussi les concepteurs des robots Nao et Pepper. Donc on apprend en quelque sorte à la fois peut-être des erreurs commises et surtout du retour terrain. Parce que ce qui a été reproché à Nao et Pepper, beaucoup, ça a été le cadre purement recherche. On a eu du mal à les faire sortir de l'hôpital, des laboratoires, pardon. Ouais, donc là, on risque de franchir une nouvelle étape. Du coup, alors, vous qui les observez depuis 15 ans maintenant, qu'est-ce qu'elles veulent, les personnes âgées, concrètement? Qu'est-ce qu'elles attendent? Moi, j'avais en tête divertissement, interaction, bonne bouffe. C'est ce que vous m'avez dit. Ça, c'est sûr que ce sont des cas d'usage un petit peu légers, mais ça dépend toujours, bien entendu, du profil de la personne, du besoin et de ses envies. Mais quand vous interrogez des personnes, effectivement, en institution, ce qu'elles voudraient beaucoup, c'est pouvoir interagir avec un robot, parce que, comme M. Barral l'a dit, les personnes âgées peuvent aussi être friands de technologie, et surtout comprennent l'évolution, et que c'est peut-être une suite logique de l'évolution de la technique. Du divertissement également, parce qu'après tout, on reste des êtres humains, et on a besoin de se divertir. Et vous parliez de la nourriture. Bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est beaucoup de transport et qu'on amène des objets vers la personne. Beaucoup peuvent être alités en fauteuil. Et vous m'avez expliqué aussi que finalement, la santé n'apparaissait pas dans le top 3, parce que pour les seniors, c'est un sujet qui doit être traité avec des aidants et des soignants. Et là, du coup, Christophe, pour vous, le sujet, c'est pas que l'autonomie des seniors, mais c'est aussi l'autonomie des innovations. Ça m'a frappé dans notre échange. Elles doivent s'adapter aux patients, à l'environnement, et pouvoir être utilisées dans le temps. Vous en faites quel retour d'expérience concrètement aujourd'hui? Oui, je vais repartir sur l'exemple des robots, et puis parce que c'est très intéressant, qu'à Broca, ils ont vraiment beaucoup de données là-dessus. Parce que les robots, ça pose plein de questions. Donc il y a l'autonomie du robot et l'autonomie d'utilisation du robot. Il y a le côté sociétal et le côté éthique sur l'utilisation des robots par rapport aux personnes âgées. Et les robots, la plupart des robots, alors Nao est français, mais la plupart des robots, ils viennent du Japon. Et au Japon, ils n'ont pas du tout la même mentalité que nous par rapport aux robots, quoi. Nous, les robots, ça fait quand même peur. Il y a plein de films de science-fiction, enfin pas que français, mais américains, des séries télé. Le robot, il est plutôt méchant en général. Et puis au bout d'un moment, souvent interdit au moins de 12 ans, voire moins de 16 ans. Oui, il finit par se révolter et puis paraître un peu agressif. Et au Japon, eux, ils ont un peu un culte du robot et c'est naturel. Enfin, ils ont un lien qui est très particulier parce qu'ils vont même jusqu'à faire des cérémonies d'enterrement du robot quand il marche plus.
Donc c'est pour dire que la mentalité est extrêmement différente de la mentalité française. Et les robots qui sont utilisés aussi en Europe du Nord, ils les laissent en libre accès, etc. Alors que nous, le robot, il coûte tellement cher que Paro, c'est 7 000 € à peu près. Vous le mettez sous-scellé, en fait. Oui, il est sous-scellé parce qu'on a peur qu'il soit abîmé ou qu'il soit volé, etc. Ils partent en courant. Et quand je dis le côté technique, par exemple, sur les robots comme Nao, il faut les programmer à chaque fois qu'on veut faire une session. Ou si on veut faire quelque chose d'original ou d'adapté, il faut une programmation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours un humain derrière. Et même les robots comme Paro, par exemple, quand on veut l'utiliser, il faut un humain derrière, il faut quelqu'un qui fasse le lien. Et donc, voilà, en réalité, la peur, c'est que ça supprime des emplois. Alors peut-être que certains robots de transport, ou maintenant au Japon, ils commencent à utiliser les robots pour lever les malades, pour la toilette, etc. Alors avant qu'on en arrive à ça en France, honnêtement, je pense pas qu'on y arrive un jour. Mais voilà, donc là, il y a la peur de la perte de l'emploi. Mais en réalité, il faut du monde pour faire le lien avec ces robots. Pour Paro, et ça a été très bien étudié à Broca, encore une fois, c'est le phoque, le bébé phoque que vous avez vu dehors sur le stand. Maintenant, à côté, ils ont mis un chien et un chat. Ils ont l'air un peu moins jolis, mais l'idée, c'est de se dire qu'ils coûtent beaucoup moins cher et que peut-être c'est plus facile d'utilisation. Mais le robot Paro, par exemple, il faut l'alimenter aussi, il faut le brancher. Et tous les robots et tous les outils digitaux, à un moment ou à un autre, il faut les brancher pour les recharger. Et selon la personne, donc si c'est une personne âgée autonome, elle va le rebrancher, mais si c'est une personne Alzheimer, elle va jamais le rebrancher. Et elle sera jamais ce qu'il faut faire pour le rebrancher. Et tous les objets digitaux, même si on sait se servir d'un iPad, d'un iPhone, d'un objet très merveilleux et très très sympa, il y a un moment ou un autre où il va falloir le recharger, où il va tomber en panne, où la mise à jour du logiciel va faire qu'il va y avoir un bug et que les personnes n'arriveront pas à le faire elles-mêmes. Même des gens jeunes qui utilisent régulièrement leur téléphone, il y a des bugs, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc c'est une relation à trois finalement, là, ce qu'on est en train de décrire. C'est-à-dire ça peut pas être juste un senior avec un objet, et ça rejoint la remarque que faisait justement Serge tout à l'heure. C'est une relation à trois, ça va être avec les dents. Il faut vraiment intégrer les dents dans l'usage de ces solutions, parce que déjà la personne âgée, elle souhaite pas être dans une relation one-to-one avec la technologie, enfin ce que soulignait Serge tout à l'heure, et puis surtout parce qu'il faut pouvoir faire fonctionner ces objets dans la durée. Mais du coup, les dents, ils tournent en plus, il n'est pas tout le temps là. Enfin, hier, c'est un sujet qui revient souvent sur cette journée, un peu le turnover, et le fait aussi de faire de la rotation dans les équipes, parce que voilà, on est sur des métiers qui nécessitent beaucoup d'engagement. Du coup, on a ce sujet de techno, mais il y a aussi ce sujet de comment maintenir la compétence dans l'usage de ces technologies dans la durée dans les équipes. Ça m'a frappé dans notre échange aussi. Il faut la compétence de la personne qui va utiliser l'objet, il faut la compétence de l'aidant qui va l'aider à utiliser l'objet. Et l'aidant, ça peut être un aidant familial, mais ça peut être un aidant à l'hôpital, un soignant, ou en EHPAD aussi un soignant, ou à domicile éventuellement, ça peut aussi être un intervenant extérieur. Et il faut que cet intervenant, il continue à avoir le niveau de connaissance suffisant pour utiliser l'objet. Et il faut aussi, parce que il peut s'installer aussi une certaine lassitude, parce que le robot Paro, on va l'utiliser 1 an, 2 ans, puis à bout d'un moment, on va se dire, bon, d'accord, c'est un peu toujours la même chose. Alors évidemment, les patients qui vont l'utiliser vont plus être les mêmes, mais il faut qu'il y ait aussi une nouveauté pour l'équipe qui l'utilise. Et la relation avec, je reviens sur les robots, parce que c'est vraiment le plus riche sûrement en données, mais sur le phoque Paro, les relations, il paraît très gentil comme ça, mais les personnes âgées, démentes ou pas démentes, quand elles vont le voir, soit elles vont considérer que c'est un jouet, et même avec Nao, on peut considérer que c'est un jouet, et que du coup on les infantilise, et elles acceptent pas ça, et elles le vivent très mal, et du coup elles n'ont pas de relation avec le robot. Soit comme c'est un phoque, elles pensent que c'est un animal, mais elles l'identifient pas forcément comme un phoque, mais comme un animal qui peut éventuellement mordre, ou être agressif, etc., donc elles en ont peur. Soit elles considèrent que c'est comme une poupée aussi, c'est pareil, et que c'est aussi infantilisant. Il y a aussi en gériatrie dans la maladie d'Alzheimer, il y a aussi des projets avec des poupées un peu relationnelles. Et donc voilà, et donc il y en a certaines qui vont dire ah oui c'est un robot effectivement et qui vont interagir. Donc tout ça, ça demande un accompagnement énorme, un investissement humain énorme. Et quand on se dit que des fois certaines technologies vont faire gagner du temps aux équipes soignantes et que ça va leur simplifier la vie, en réalité pas du tout, parce qu'il faut au contraire mettre plus de moyens pour accompagner ces technologies. Et en fait, on est arrivé un peu à la conclusion qu'il faut du coup bien choisir
quelle techno, quelle solution en fonction de tel profil. En fait, c'est une relation qui doit être très personnalisée. Ça doit être un outil au service du professionnel et des équipes dans une relation qui est assez individualisée. C'est difficile de la généraliser. Du coup, Paul Loup, on n'a pas la même acceptation de la robotique en France qu'au Japon. On a entendu. Il y a donc des questions d'acceptation sociale et éthique, et qui peuvent en plus, qui sont sociales au sens large, mais qui peuvent aussi varier dans les situations individuelles. On ne peut pas esquiver cette question, là on le voit bien. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, merci pour cette question. Effectivement, je travaille dans une structure qui est l'Espace Éthique Île-de-France, qui fait de l'éthique depuis 1995 à destination des professionnels du soin, de l'accompagnement. Mais je veux tout de suite dire que le positionnement de l'éthique, ça doit pas forcément être doit pas simplement consister à approuver ou à désapprouver a priori des technologies, notamment des robots, mais l'idée c'est d'observer comment les choses se passent. Et donc d'observer de façon assez fine selon les contextes. Une technologie peut être acceptable dans un certain contexte, peut-être pas dans un autre. Il se trouve que pour retrouver un peu le fil de la discussion, j'ai aussi travaillé sur Paro, sur Nao, et notamment il y avait cette rencontre à l'hôpital Broca, organisée par le Broca Living Lab, et deux petits films qui avaient été réalisés à cette occasion sur Paro et Nao qui m'avaient bien intéressé. En effet, quand on regarde les études, et même quand on regarde ces deux petits films, on se rend compte que les impacts sont plutôt positifs. Les impacts sur les personnes utilisatrices, sur les personnes âgées. Alors, dans ces cas-là, c'était des personnes atteintes de troubles cognitifs plutôt débutants, je crois. C'est-à-dire qu'on voyait que effectivement, ça suscitait des émotions positives, ça suscitait de la joie, ça permettait de relancer peut-être des capacités de communication, de retrouver des capacités sémantiques, de retrouver des mots pour des personnes qui tentent à les oublier. Donc il y a vraiment des choses positives, je pense, qu'il faut souligner sur ces robots. Mais je pense que le point important, c'est qu'il y a aussi, au-delà des impacts, ce qu'on pourrait appeler des conséquences. Toutes les conséquences ne sont pas des impacts. Les impacts, c'est ce qu'on peut voir immédiatement et ce qui est immédiatement visible. Mais il y a aussi des conséquences qui sont moins visibles et qui ne sont pas immédiates, mais qui se révèlent à plus long terme. Et moi, il y a quelque chose, je pense, qui doit nous préoccuper, peut-être nous inquiéter, mais encore une fois, ça suppose d'observer comment les choses se passent. C'est de voir comment ces robots, alors on peut parler de Paro, mais on peut aussi parler de Nao, moi je connais pas trop les autres, comment ils peuvent changer l'environnement, les façons de travailler, notamment dans les hôpitaux, dans les EHPAD, comment il peut y avoir peut-être aussi une délégation, sans parler forcément de remplacement, mais une délégation de certaines tâches, peut-être du souci, de l'attention que le personnel soignant peut consacrer à des patients. Peut-être, dans certains cas, il y a une certaine lassitude, une difficulté à communiquer avec les patients, et comment ces robots peuvent peuvent recevoir la tâche finalement ici d'assurer ce lien-là. Donc, je pense pas un lien facile, parce que ça peut être un lien fatigant, d'interagir, amener de l'émotion dans les interactions avec la personne, faire ça toute la journée. Donc, du coup, il peut y avoir la tentation de déléguer. Je pense qu'il peut y avoir cette tentation. Enfin, je vois pas comment. En tout cas, elle ne pourrait pas surgir dans certains cas. Pour reciter ce film fait par le Broca Living Lab, je me souviens d'une personne âgée face à Paro qui avait noué tout un lien avec lui, et à un moment elle dit tu n'es pas gentil toi. Donc quand quelqu'un dit tu n'es pas gentil, il y a quand même une intentionnalité, c'est-à-dire que c'est pas simplement
C'est-à-dire que quand on dit que tu n'es pas gentil, on veut que l'être à qui on dit tu n'es pas gentil soit plus gentil. Or, Parot, il ne peut pas être plus gentil. Donc là, je pense qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on suscite peut-être une déception possible chez la personne, c'est-à-dire on suscite des attentes et on suscite forcément, je pense, une déception. Et peut-être que dans certains cas, la technologie peut faire écran, peut s'interposer et peut détruire peut-être les relations de soins. Peut-être pas dans tous les cas, tout dépend comment on l'utilise, bien sûr, il faut être assez nuancé sur ça. Voilà. On va toucher le sujet tout à l'heure, donc de l'évaluation de ces solutions. Donc là, on chemine petit à petit ensemble sur l'idée qu'il ne faut pas que ça soit des objets qui se substituent aux hommes, aux soignants, aux aides-soignants, aux aidants, mais que ça peut être un moyen de les aider. En tout cas, ça semble être un sentiment qui émerge partagé, on va dire, entre vous. Alors après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que dans l'innovation, dans le domaine des personnes âgées, on associe souvent innovation et digital. Mais il n'y a pas que le digital dans la vie, c'est ça. Du coup, Christophe, il y a aussi d'autres formes d'innovation. Ah oui, Guy, pardon, Guy. Guy. Il y a pas... Je vais y arriver. Du coup, Guy, il n'y a pas que le digital dans la vie, en fait. David, comme vous le savez, je suis un entrepreneur qui a des entreprises dans le digital. Je suis geek, j'adore les gadgets, je ne sais pas toujours m'en servir. Mais une personne Alzheimer à 3h du matin qui déambule dans un couloir, elle va aller chercher un casque de réalité virtuelle pour se le mettre sur le nez? J'en doute. On va lui mettre une tablette, elle n'ose pas toucher et laisser des traces de doigts sur la tablette. C'est très concret. Il faut les apaiser. Il faut les attirer, les calmer, leur donner un but, une raison de vivre, une raison d'être. Et ça n'est pas forcément uniquement avec le digital. Je ne suis pas contre le digital, bien au contraire, puisque, je l'ai dit, j'en vis. Mais il faut également des activités apaisantes vers lesquelles elles vont se diriger avec un but. Et pour aussi répondre au sujet des robots qui peuvent créer une frustration, il faut que ces activités ne les mettent jamais en échec. La roue doit tourner dans les deux sens. Il doit toujours y avoir une compréhension. C'est le tableau que vous avez là. Voilà. C'est très concret, vous voyez. Alors ça prend un peu plus de place qu'une tablette quand même. Hein. Oui. Alors, on a dans les cartons des versions pour le domicile, d'autres versions sur les tables. On en a une 50aine pour l'instant d'activités qui ont toutes été étudiées scientifiquement, puisque nous avons obtenu le certificat dispositif médical 1.13. Donc ce ne sont pas des jouets. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est les interactions avec les enfants. Les personnes vont jouer. Alors il y a les deux cas de figure. Une personne âgée va utiliser le tableau pendant toute la semaine. Le week-end, le petit-fils va venir et la personne âgée va montrer ce qu'elle sait faire. Elle va montrer le tableau à son petit-fils. Et l'inverse. Ça s'adresse, alors pas que Alzheimer, c'est en fait tous les troubles cognitifs. Tous les sens sont mis en action, y compris la motricité. Et nous avons fait par exemple des expériences dans un EHPAD, des personnes âgées qui utilisaient les activités de la rangée du bas, mais pas celles du haut. On pensait que ça pouvait être parce qu'elles étaient à leur niveau. On a interverti et mis en haut. Eh bien, elles sont allées mettre les activités en bas.
Il y a une autre chose d'intéressant, c'est que les personnes âgées sont remplies de rêves, de démons, d'interdits. Tu peux pas toucher à l'extincteur, tu peux pas ouvrir la porte, tu peux pas toucher à cette poignée, etc., etc. Et donc, des personnes qui sont, on ne les voit jamais sur les tableaux, sauf la nuit, quand elles ne se sentent pas surveillées. Elles ont un but. Il y a j'ai vu chez vous, à Paul Brousse, un homme il a fait un couple avec une femme dont il n'est pas marié du tout, mais il l'emmène toujours dans le couloir et il l'emmène vers le tableau. Une autre personne, c'est aussi très intéressant, le tableau est installé dans un couloir. En face, il y a un banc. Il y a une personne qui est assise sur le banc et qui, pendant 1 heure, contemple le tableau sans y toucher. Donc c'est très révélateur. Également, alors j'hésite à dire accessoirement, mais on a constaté que les soignants eux-mêmes étaient apaisés. Ils passent, comme c'est beau, c'est du bois, ils le touchent, ils le caressent, ils font un tour de manivelle, mais eux-mêmes disent que ça les apaise. Donc il y a cet effet induit. Et c'est intéressant parce qu'on voit au travers de cette activité des personnes qui vont aligner les boules de même couleur et d'autres qui vont faire des pyramides, qui vont inventer autre chose. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que finalement, j'ai pas besoin de le brancher, ça marche toute heure, jour et nuit. Ça marche tout le temps, jour et nuit. On le branche, mais c'est parce que vous voyez une lumière qui est tout autour, elle clignote au rythme cardiaque, ce qui permet d'attirer aussi. Donc tout est étudié scientifiquement. C'est pas. Également, j'étais hier et avant-hier aux assises des EHPAD et je peux citer un dirigeant de Elior. Elior gère de la restauration dans beaucoup d'établissements publics, privés, etc. Il me dit, je le veux. Pourquoi ? Je le veux parce que dans le restaurant, quelqu'un s'énerve. On va le mettre sur le tableau, ça va le calmer. Des personnes viennent à 11h du matin devant la porte du restaurant, ils attendent 1 heure pour manger. Le restaurant ouvre à midi. On leur met ça va, ils vont jouer avec. Je voudrais la même chose, les boules, mais avec des légumes. Donc, c'est la créativité, et j'en reviens à ce que vous m'avez dit, lorsque vous m'avez tendu le micro. L'innovation, ce n'est pas que le digital. On utilise le digital, il y a un peu d'électronique. C'est assez intéressant, quand on tourne le bouton en haut, la lumière s'allume, mais si on le tourne trop vite, ça va pas. Donc il faut le tourner lentement, ils vont comprendre qu'en le tournant lentement, ça va mieux marcher, donc ça va les apaiser. Alors, nous parlons ici des personnes âgées, mais en fait, c'est tous les troubles cognitifs. Nous avons eu hier tout le service de psychiatrie qui est venu et qui est intéressé par les tableaux. Mais Parkinson, autisme, psychiatrie, etc. Et alors, du coup, ça, c'est intéressant parce que vous avez évalué les bénéfices. Du coup, Christophe, c'est le sujet. Il y a des domaines dans lesquels la valeur ajoutée de ces innovations tech, pas tech, sont plus évidentes dans vos usages ? Enfin, les innovations, après, elles sont plus ou moins très développées sur le côté technologique ou digital, mais il y en a qui sont largement utilisées, il y en a qui sont assez basiques, comme la téléalarme, quelque chose de très simple, mais chez un patient Alzheimer, il va pas toujours avoir l'idée d'appuyer sur le bouton quand il en a besoin. Donc il y a des montres connectées qui ont été développées où si le patient chute, on peut alerter. On a imaginé des capteurs sur les frigidaires aussi pour savoir si la personne mangeait régulièrement à domicile, donc ça peut faire une alerte si elle n'ouvre pas suffisamment son frigidaire, ou bien les toilettes, s'ils vont pas aux toilettes ou s'ils vont beaucoup aux toilettes, ça peut être une alerte aussi sur le plan santé.
Donc sur tout ce qui est connecté, l'habitat connecté, la maison connectée, les bracelets, alors ça pose plein de questions éthiques aussi, mais GPS pour savoir le patient Alzheimer, on le laisse à la maison, mais on sait que des fois il peut sortir et qu'il peut se perdre, et que peut-être s'il dépasse un certain périmètre, donc ça plein de questions derrière, ça va déclencher une alarme pour le retrouver et éventuellement éviter un drame, parce qu'il y a quand même pas mal de patients Alzheimer qui se perdent, et on en retrouve quand même quelques-uns chaque année qui sont malheureusement décédés. Il y a tout ce qui est les piluliers aussi, les médicaments, ou maintenant sur les smartphones il y a des alertes aussi. J'ai vu une dame en consultation mardi dernier, là, elle avait son smartphone, 83 ans, son traitement, elle avait une application MyPharma ou je sais pas quoi, et donc elle avait mis tous ses médicaments et ça sonnait à chaque fois qu'elle devait prendre un médicament. Bon, par exemple là, la sonnerie se déclenchait plus, par contre elle savait pas comment réactiver la sonnerie. Moi, j'ai été incapable de l'aider parce que je connaissais pas l'application ni rien, mais voilà. Donc, elle était très contente de son application. Mais un exemple, encore une fois, c'est que si à un moment ça tombe en panne ou ça fonctionne pas ou que ça a été désactivé pour X raison, malgré toute la bonne volonté, il va falloir qu'elle fasse appel à un membre de sa famille pour essayer de réactiver l'application. On vient sur le même sujet, il faut un appui, un recours dans l'usage de ces solutions. Paul Loup, les seniors, ils font bien le distinguo entre ce réel, ce virtuel. C'est clair. Ça crée un attachement, hein, et du coup, ça peut aussi créer des illusions, non, parfois. Oui, je pense que c'est ce que disait, je crois, Christophe Trival tout à l'heure à propos de Paro sur les phoques dont on craint dont les personnes peuvent craindre qu'ils les mordent. Je pense que, alors moi, il me faudrait plus d'observation pour pouvoir répondre à cette question. Je n'en sais rien, mais effectivement, je pense que dans certains cas, ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est quand même fait pour créer l'illusion qu'il s'agit d'un véritable animal. Ensuite, il est très difficile de savoir ce que savent les gens, parce que il se peut qu'ils se plaisent à être illusionnés aussi. Il se peut que ce soit un jeu, comme d'ailleurs les enfants avec une peluche. Et là, évidemment, ça me paraît beaucoup moins problématique, dans la mesure où ils consentent à ce jeu, dans la mesure où voilà. Moi, ce qui me préoccupe davantage, c'est la déception. Bon, je me répète un peu, hein, que peut susciter ce type d'objet. Voilà. Et alors, on a parlé tout à l'heure d'infantilisation. Je pense que c'est aussi un point de vigilance, c'est-à-dire puisque ça met quand même ça pose quand même la question de la liberté, c'est-à-dire dans quelle mesure ces gens auraient voulu, en pleine possession de leurs moyens, utiliser ce type d'objet, c'est-à-dire Il y a une notion de consentement, en fait. Une notion de consentement, mais un peu comme dans les directives anticipées, c'est-à-dire est-ce que ces personnes, si 20 ans en arrière, auraient voulu se retrouver avec ces objets, et puis dans quelle mesure aussi, dans le présent, elles peuvent refuser, elles peuvent ne pas s'en servir. Je pense que là-dessus, les soignants veillent, je pense, à ne pas contraindre évidemment les personnes, mais voilà. Et du coup, là, Serge, c'est un peu la raison pour laquelle vous êtes passé de statut de cobaye à co-concepteur, et de plus en plus à celui de citoyen. Pourquoi cette évolution, et qu'est-ce que vous mettez derrière citoyen ? Par tout ce qui vient d'être dit montre à l'évidence que le café multimédia a permis à un certain nombre de personnes, dont moi-même, d'avoir des réflexions éthiques, mais des réflexions éthiques qui, je peux dire, pour une fois, peut-être que je me trompe, viennent de la base et ne viennent pas d'une autorité morale qui, justement, dit c'est bien ou c'est pas bien. Les citoyens que je suis, donc, ne peut quand même qu'adhérer au développement de la technologie, du numérique au service des personnes âgées. Mes réflexions, bien entendu, portent sur les robots
L'observation étant faite, bien entendu, que je ne suis pas encore au stade de maladie d'Alzheimer, dont vous avez traité donc principalement, pas encore. La question que je me pose, c'est quelle fonction est dévolue au robot, quel est le lieu de son déploiement et jusqu'où accepter une autonomie du robot qui s'annonce actuellement. Quelle fonction est dévolue au robot? Bon, aider la personne âgée à exécuter certaines tâches, encore faut-il qu'elles soient bien délimitées, en présence ou non d'un tiers, avec horreur une téléprésence. Collaborer avec un soignant ou un aidant familial, ou développer un secteur d'animation socio-culturelle. Mais ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que dans la majorité des robots qui nous ont été proposés, ils nous étaient présentés comme robots humanoïdes, auxquels on essaie de plus en plus de donner l'aspect d'homme, d'humain, pardon. Quel est le lieu de son déploiement? Est-ce que c'est dans les lieux regroupant les personnes âgées, que ce soit résidence autonomie, EHPAD ou hôpitaux, ou au domicile? À ce moment-là, il serait destiné à rompre l'isolement présumé ou réel, lui permettant à la personne âgée de s'occuper, de se divertir, de maintenir ses capacités cognitives ou rétablir son autonomie. Mais l'inquiétude qui a commencé quand même à émerger au sein du café multimédia, il y avait d'autres personnes âgées auxquelles j'ai pu en parler, c'est le remplacement ou la diminution du personnel ou des soignants par la justification de la présence de robots qui allègent donc leurs tâches. Mais l'allègement des tâches, on ne permet pas aux soignants de faire preuve de compassion, d'empathie avec une personne âgée qui attend peut-être ceci d'un tel robot. Vous ne voulez pas du robot omniscient, vous m'avez dit également. Qu'est-ce que vous mettez des... Vous m'aviez dit aussi que vous ne vouliez pas d'un robot omniscient. Voilà, et c'est là où je dis, hein, ma dernière interrogation, c'est jusqu'où peut-on accepter une autonomie du robot? Jusqu'à présent, effectivement, le robot fonctionnait soit avec la pratique du magicien d'Oz, soit en fonction du script, effectivement, qui devait au préalable être mis en place. Or, maintenant, avec le développement de l'intelligence artificielle, et ce qu'on appelle maintenant la super intelligence artificielle, hein, et le recours à l'intelligence neuronale, on veut de plus en plus amener le robot à donc, ressembler à l'homme, à avoir les mêmes sensations, à interagir, jusqu'à simuler une sensation et un sentiment en fonction du ton ou du langage que nous avons en face de lui. Donc, encore une fois, les craintes pouvaient être modérées lorsqu'il agissait en fonction de scripts préétablis par lui-même. Les machines, certes, étaient fonctionnelles, mais non libres. Elles dépendaient, encore une fois, de ce qui lui avait été donné par le concepteur. Et donc, du coup, ça pose aussi les questions du rôle des aidants, hein, très clairement. Alors, je vous demande de répondre assez vite maintenant sur ces réponses, puisqu'on arrive bientôt au bout de l'exercice, donc je vais vous demander des réponses assez courtes. Mais du coup, Paul Loup, est-ce que ça peut remplacer le personnel? Est-ce qu'on délègue des tâches émotionnelles difficiles en flux tendu avec ces solutions? Je ne pense pas que ça puisse remplacer l'humain. Bon, je pense qu'on est tous d'accord ici sur ça. Je voulais juste, je profite du fait que j'ai le micro pour revenir sur sur ce qu'a dit Guy Birenbaum tout à l'heure. Quand on dit il faut leur donner un but, il faut... Bon, moi, je serais un peu méfiant sur ce type de formulation parce que ces personnes ont un but. Elles peuvent avoir des attachements. Alors, il faut les apaiser, il faut les occuper. Bon, je ne sais pas si
si c'est la bonne façon de les considérer. Je pense qu'il faut essayer de retrouver à quoi ces personnes sont attachées. Elles ont des attachements à des proches, à des lieux, la technologie, elle doit aider à cela, à retrouver ces attachements, non pas à couper ces attachements. Ça, je pense que c'est à quoi elle doit servir. Absolument, mais il ne s'agit pas, au contraire, de couper leurs attachements, mais quand vous êtes dans un service de gériatrie, vous voyez une personne déambulant. Quel est son but ? Son but, vous ne le connaissez pas. Ça va être d'aller au bout du couloir, arracher un petit morceau de plastique sur une main courante. C'est ce à quoi elle pense. Les proches, elle ne reconnaît pas forcément les proches. Donc, c'est un but, elle a un but. Mais le but, vous ne le connaissez pas forcément, vous ne pouvez pas l'identifier. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous voyez l'activité qui est en bas à gauche. Dans un EHPAD, il y a un homme, vous avez sa photo sur le kakémono dehors. C'était un ingénieur en mécanique. Le tableau avant l'installation du tableau, il y a depuis longtemps un extincteur. Chaque fois qu'il passait devant, lui, ingénieur en mécanique, attiré par l'extincteur, il le dégoupille, il commence à le vider. C'est un drame pour l'EHPAD, pas pour lui. Il s'est focalisé sur cette activité qui est en bas à gauche. Cette activité a été conçue par des femmes pour lorsqu'elles font le lit. C'est ce qu'elles ont en tête. Lui s'est focalisé là-dessus, a tiré les demandes alternativement. Il a son but, mais il l'a identifié lui-même. Vous ne lui imposez pas, vous ne connaissez pas son but. Il le trouve par lui-même. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire, par exemple, que si on met des activités qui ressemblent à des extincteurs, j'ai plus de chances de voir cette activité utilisée que l'extincteur. Ça, c'est plutôt utile. Alors, surtout pas un extincteur. En fait, surtout pas une activité qui lui rappelle, qui lui est interdite. Parce que, justement, vous mettez nous avons des poignées sur certaines activités, des poignées. Surtout qu'elles ne ressemblent pas à une poignée de porte qui lui est interdite. Surtout pas un extincteur. Il va pas comprendre pourquoi cet extincteur sur le mur est interdit et celui-ci est autorisé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ils ont à disposition des activités autorisées. Donc elles ne doivent pas être identiques à des activités interdites. Tout le travail que vous faites, scientifique, pour intégrer tous ces éléments et de co-construction qui est très intéressant. Alors du coup, très vite, si on arrive au bout, Sébastien, Christophe, alors c'est aussi un moyen pour aider les soignants, que ce soit pour aller chercher des objets. Ils passent beaucoup de temps à essayer de trouver des objets qui sont mutualisés ou partagés dans les établissements. C'est aussi un moyen pour les soulager, donc d'un point de vue logistique, mais aussi dans la relation. Quel est le bon niveau de dosage pour aider les soignants aussi, grâce à ces innovations ? Sur toutes les innovations, comme il y a des Living Labs avec des patients ou des personnes âgées, etc., il faut aussi impliquer les soignants dans tous les projets innovants pour voir si éventuellement ils en voient l'intérêt et comment ça peut les aider. Parce que souvent on pense que le projet va aider les soignants, l'équipe, etc., mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en réalité, il faut des personnes qui s'occupent le robot Paro, il faut quelqu'un qui s'occupe du robot Paro Snow-Helen avec une chambre Snow-Helen, etc., il faut quelqu'un qui s'en occupe. Toutes les nouvelles technologies, on a des tables aussi maintenant magiques, là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère la table magique. La borne mélo pour la musique, il faut quelqu'un qui gère. Toutes les activités ont besoin. Donc en réalité, c'est plus que d'aider les soignants, c'est rajouter encore des aidants, du personnel en plus pour les accompagner. Alors, il est possible que quand il y a une activité autour du robot Paro avec un soignant ou quelqu'un qui n'est pas forcément un soignant mais qui a été formé à s'en servir, ça dégage du temps pour les soignants pour faire autre chose ou pour s'occuper plus particulièrement d'un malade. Vraiment voir cette réflexion dans l'usage. Et ça, du coup, dans le Living Lab, c'est ce que vous faites. Vous allez évaluer cet effort-là. Oui, Christophe a déjà donné beaucoup d'éléments de réponse, mais je voudrais juste souligner aussi que quand on parle de la prise en charge des patients, on cherche souvent à influer de manière directe
sur le patient en oubliant, entre guillemets, un petit peu qu'autour, il y a des aidants et il y a des soignants, et qu'en les accompagnant, eux, on peut influer de manière indirecte sur la prise en charge des personnes âgées, mais aussi sur la qualité de cette prise en charge. En leur permettant de libérer du temps, typiquement. Oui, et c'est typiquement libérer du temps, parce que quand on va au contact direct des soignants, des aides-soignants, des infirmiers, on se rend compte qu'ils perdent énormément de temps sur des tâches qui sont répétitives et avec finalement assez peu de valeur ajoutée. Et ce que eux souhaiteraient, c'est en tout cas ce qu'ils en disent, c'est ne plus forcément avoir à effectuer ces tâches qui peuvent être très contraignantes. Je pense à porter des charges lourdes, à faire sans cesse des allers-retours parce qu'il manque une casaque ou parce qu'il manque un thermomètre, et que de déléguer en quelque sorte ces tâches, ça serait pour eux possible et souhaitable, pour justement qu'ils se focalisent sur le care, qui est censé être le cœur de leur métier. Et je pense que ce sera le mot de la fin pour moi. Ouais, donc ça veut dire que finalement, je peux demander à mon robot d'aller me chercher mon thermomètre, et pendant ce temps-là, je reste avec la personne en train d'interagir avec elle. Je vais quand même laisser le mot de la fin à Serge. Et on va arrêter là. Voilà. Mais un mot assez court du coup, Serge. Pas le papier. Là, vous n'avez plus le droit au papier. Enfin, bon, pour dire un méridional de parler pendant pas longtemps, c'est criminel. Hein, moi, en conclusion, ce que je dirais quand même, et j'espère qu'on l'a bien ressenti, c'est le fait que je pense effectivement que le numérique peut aider les personnes âgées, mais quelles personnes âgées, encore une fois, et pourquoi? Et finalement, je suis quand même inquiet sur le développement très important donc, du numérique, qui peut amener jusqu'au robot Sophia, dont on n'a pas parlé, mais surtout, mon interrogation aussi rejoint des interrogations qui sont en train d'infuser dans la société et qu'on le voit notamment exprimé dans le dernier rapport du Conseil d'État sur les politiques publiques, sur l'ensemble des politiques publiques, et qui conclut, je vais faire court, il s'agit du sortir du tout numérique pour proposer un accompagnement humain des usagers. Par ailleurs, je terminerai par là, on parle toujours de la fracture numérique chez les personnes âgées, et moi je me pose aussi la question de savoir si au-delà de cette fracture numérique qui ira en s'amenuisant au fur et à mesure que les personnes âgées disparaîtront quand même, parce qu'on n'est pas destiné à être immortel, hein, au-delà de cette fracture numérique, moi je crois qu'il risque d'y avoir surtout une fracture économique si les robots doivent être placés à demeure au domicile des gens, parce que combien coûtent ces robots? Est-ce que tout le monde pourra se les offrir? Voilà une belle question pour réembrayer sur 1 heure, si vous êtes encore partant. Non, je plaisante. On va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Est-ce qu'il y a quelques questions? J'ai une main qui se lève là-haut. Allez-y. Je voudrais parler simplement de l'amont. En fait, on a parlé de la prise en charge, mais il n'y a pas de prise en charge. Voilà, donc on a parlé de la prise en charge, mais il n'y a pas de prise en charge sans dépistage et sans évaluation et sans diagnostic. Et donc, je voudrais en profiter pour rappeler un petit peu le contexte qui a été rappelé par la Direction générale de l'offre de soins, qui donne la première priorité à améliorer significativement le repérage des premiers cibles d'un trouble cognitif.
Alors je pense qu'il y a là de la place pour de l'innovation, parce que les tests actuellement, en fait, on est sur du papier crayon ou sur des tests qui en fait sont plutôt destinés à faire la distinction entre des personnes démentes ou non démentes. Et alors que il y a des premiers signes cliniques, et dans Alzheimer, contrairement à ce qu'on aurait tendance à penser, c'est pas la mémoire, c'est les troubles cognitifs. Alors j'en parle un peu parce que nous, à MindPulse, dont je suis le directeur général, on a développé un test innovant des troubles cognitifs et en particulier des fonctions attentionnelles et exécutives. Donc c'est ce qu'on mesure de manière très sensible avec toute la précision du numérique par rapport à des tests papier, crayon, chronomètre, etc. Et donc on a un outil qui nous permet de faire du dépistage très, très en amont. On a plein d'essais cliniques sur beaucoup de sujets. Pour l'instant, Alzheimer, on est en train d'avoir des contacts, mais plutôt en dehors de la France. Donc, ma question, j'ai à la fois une proposition d'offre de services, de collaboration sur ces sujets-là, et une question aussi, c'est est-ce que notre système français, il est ouvert à l'innovation ? Juste parce que moi je m'occupe d'un service Alzheimer, donc pour l'instant les tests, il y a beaucoup de tests qui sont papier, mais il y a des tests qui sont en ligne. Tous ces tests ils sont en ligne et puis il y a les gens peuvent s'auto-tester éventuellement pour se dépister. Alors c'est vrai que sur la maladie d'Alzheimer, on part plus sur l'imagerie et plus sur des prises de sang. Vous en entendez parler un peu partout. Peut-être qu'en faisant une prise de sang plutôt qu'une ponction lombaire, ça sera plus facile. Mais il y a quand même des jeux qui sont mis en place pour la maladie d'Alzheimer, qui sont à la fois des jeux à visée thérapeutique, mais qui sont aussi à visée diagnostique. Et aussi pour la maladie de Parkinson. Donc ce sont des jeux en ligne connectés sur lesquels, en fonction du parcours qu'on fait, il y en a avec un sous-marin, etc., on peut arriver à détecter des signes de la maladie. Donc il y a pas mal d'innovations et la France n'est pas en retard là-dessus. Après, c'est toujours un peu difficile. Et quand c'est le côté médical, ça demande beaucoup un parcours du combattant qui est un peu plus compliqué que pour d'autres innovations technologiques. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, juste une expérience personnelle d'il y a une semaine. C'est un service d'urgence qui veut le tableau parce que des personnes se présentent aux urgences, racontent mais quelque chose qui n'est pas forcément cohérent. Et c'est en laissant à disposition le tableau, ça permet de faire un premier diagnostic et de savoir si il faut appeler la gériatrie, voire la psychiatrie, parce qu'on a des doutes sur ce que la personne a raconté. Donc ensuite, des tests beaucoup plus poussés, c'est autre chose, et Dr Trival vient d'en parler, mais il existe des choses. Mais merci pour vos offres. Oui, mais on parle de détection beaucoup plus amont. Aujourd'hui, il y a enfin... En fait, vous êtes très complémentaires. Deux traitements qui sont présentés à la FDA pour approbation. Donc, on commence à avoir des réponses et de l'intérêt aussi à détecter les gens beaucoup plus tôt, parce qu'on parle de détecter les signes 10 ans avant... et après, on revient sur la question qu'on aurait pu poser à notre... Que ça soit manifeste, quoi. Après, on aurait pu poser la question à l'espace éthique, mais il a dû nous quitter parce qu'il avait une contrainte là par ailleurs sur la dimension éthique. Est-ce que j'ai envie de savoir à 10 ans en avance? Voilà, on revient sur des sujets intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière et après on coupe parce qu'on n'est pas très en avance. Juste une question générale. Est-ce que vous ne pensez pas que le développement du numérique dans le domaine de la santé, donc du bien-être physique, mental et social, ne passera pas par plus d'humains, justement, du fait que ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des sous-effectifs un peu partout, des services qui ferment, des lits qui ferment, des urgences qui ferment la nuit. Donc il y a un manque d'effectifs humains, de soignants, d'aidants, de médecins. Est-ce que il ne faut pas passer par les attirer à nouveau, parce qu'ils craquent, parce qu'ils sont sous-effectifs, c'est le cercle vicieux, et donc ça déserte de partout. Est-ce que le but n'est pas d'abord de commencer par l'humain, attirer les humains, retrouver des vocations chez les jeunes? La population humaine n'a jamais été aussi nombreuse, les sujets âgés n'ont jamais été aussi nombreux, les maladies chroniques n'ont jamais été aussi nombreuses, et donc attirer l'humain, et grâce à cet humain qui va être muni d'outils numériques, digitaux,
intelligence artificielle contrôlée, va développer encore le système de façon vertueuse. Comme l'humanité a été dotée de façon assez très rapide de téléphones portables et donc de PC, donc d'intelligence artificielle, qui a été utile, avec bien sûr toujours le revers, ça serait pareil. D'abord l'humain et le numérique qui accompagne. Plutôt que l'inverse avec la réflexion, on manque d'humain, donc on va essayer de gagner du temps de l'humain par du numérique. Voilà, c'est ça l'idée. Avec le vieillissement de la population, et si on veut s'occuper des personnes âgées, alors évidemment tout le monde vieillit de mieux en mieux, en bonne santé, et peut-être qu'un jour il n'y aura plus de dépendance. Mais ça, c'est un peu une illusion quand même. Donc il y aura toujours une part de dépendance. Et donc si on veut s'occuper des personnes les plus âgées, les plus dépendantes, tout celles qui ont des troubles cognitifs, il faut beaucoup d'humains. Et l'humain, vous le savez, c'est ce qui coûte le plus cher. À l'hôpital, ça coûte 60% du budget, c'est l'humain, en EHPAD, c'est pareil. Donc il faut de plus en plus d'humains, il en faudra de plus en plus, aussi bien en ville, à l'hôpital. On veut que les gens restent chez eux et qu'ils n'aillent pas à l'hôpital. Mais toutes ces technologies numériques, ça va avec, ça va de pair. Il ne faut pas les opposer, il ne faut pas dire que la technologie numérique va enlever de l'humain, quoi. Il faut de l'humain et de la technologie numérique. Et même sur l'humain, il y a certaines nouvelles technologies qui sont pour renforcer l'humain, avec certains équipements justement pour soulever les malades. On met une coquille sur la personne qui va l'aider pour pas qu'elle se fasse mal au dos, qu'elle ait plus de force, etc. Donc il y a des technologies qui sont aussi pour aider les soignants, pour qu'elles soient présentes et qu'elles puissent faire leurs soins de meilleure qualité. Donc il faut les deux, il ne faut pas les opposer, mais pour s'occuper des personnes âgées, il faut beaucoup d'humains, et ça c'est indispensable. Effectivement, bien insister sur ce point, qu'à mon sens, effectivement, il faut forcément de l'humain auprès du robot, celui-ci d'ailleurs bien souvent permettant de médiatiser une intervention ou une action que ne formulerait peut-être pas directement la personne âgée, selon son degré de handicap, directement auprès du soignant. Ça peut être aussi un moyen pour interagir avec le soignant. Donc là, on vient de soulever un nouveau concept, c'est les dents du robot. Donc je vous propose qu'on y réfléchisse la prochaine fois. Une dernière question ? Une réaction ? Et après, je vous propose qu'on arrête là. Oui, bonjour. Donc Adeline Grenec, moi je suis à Charlefoix, qui est un hôpital gériatrique aussi. Donc je suis avec Anne, qui m'accompagne, qui est rééducatrice aussi dans le service. En fait, certes, il y a besoin d'humains. Alors là, je vous rejoins, 200%. Je crois que voilà, ce que Monsieur Trival vient de dire, c'est exactement ce qu'on pense effectivement. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai pris mes fonctions dans le service comme responsable comme chef de service, il y a 7 ans, j'avais vraiment l'envie de développer tout de suite les robots, et j'ai vu une équipe qui était absolument pas du tout acculturée à ça, qui m'a regardé avec des grands yeux en me disant mais là, ça va pas être possible, parce qu'il y avait une vraie peur effectivement d'être remplacé, ou en tout cas de ne pas savoir faire, comment on allait se positionner par rapport aux robots. Alors je dis avec cette génération de jeunes rééducateurs qui ont été formés déjà avec ces outils-là, qui ont déjà un regard très différent, au fil du temps, ça a éduqué un peu tout le monde à ces outils. On a testé pas mal d'outils. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on a testé ces fameux tests qu'on faisait avec le papier, avec des tablettes. On a des outils numériques, on peut faire des jeux un petit peu comme des paniers, vous mettez des légumes et autres dans certains paniers, ce qui fait bouger les bras et ce qui rompt la monotonie aussi de la rééducation, parce que quand vous êtes pendant 40 à 50 jours en rééducation, il y a un moment quand on vous propose tous les mêmes exercices, vous vous fatiguez un peu, et des deux côtés, du côté soignant comme du côté... Et moi, j'ai toujours été extrêmement surprise, parce que finalement, l'envie, elle est venue des patients qui ont été très réceptifs en fait aux outils qu'on leur a proposés, et l'équipe finalement a suivi un petit peu, et maintenant est je pense prête, quoi. Donc il a fallu quand même 7 ans, mais il faut du temps, une acculturation, et finalement ça vient des patients, je crois. Peut-être pas tous, mais certains étaient très motivés et apprécient. Ça donne aussi une valorisation de l'estime de soi, et quand on est fatigué au bout de course d'un certain passage hospitalier comme ça répété, où on a été un peu balancé dans différents services d'urgence, médecine et autres, de pouvoir aussi se poser, avoir des outils techniques, effectivement, comme vous disiez, qu'on peut aussi parler avec d'autres générations, on peut en parler avec ses petits-enfants et autres, parce que quand même, eux, ils sont très férus de ça. Ça recrée du lien, c'est un vrai échange intergénérationnel, mais du coup, ça rompt les frontières des générations aussi. Donc c'est je pense que c'est tout gagnant, quoi. En tout cas, merci pour ce témoignage et cette intervention, et je vous propose de... Tu veux en parler ? Du coup, je vous en prie, un petit mot. En tout cas, merci pour ce partage d'énergie
sur ce sujet-là. C'est une très bonne conclusion. Donc merci à tous. Merci aux intervenants. Merci de nous avoir écoutés. Et je vais essayer de me faire pardonner par Nina que du coup j'ai pris un peu de retard sur son intervention suivante. Voilà. Merci.